Il n'y a pas un lieu précis, fermé, qui me sert pour les livres. Les livres sont partout. Et puis, il y a une bibliothèque aussi que je n'ai pas citée, qui est ma bibliothèque virtuelle, à savoir, j'ai des livres numériques dans mon ordinateur, et j'ai aussi des documents numériques dans mon ordinateur. Et ça aussi, c'est une bibliothèque qui est importante à signaler, et je crois qu'il va prendre de plus en plus d'importance dans le futur, à savoir tous les livres qu'on a stockés dans l'ordinateur. Toutes les bibliothèques n'ont pas la même fonction. Par exemple, la bibliothèque qui se trouve à l'intérieur de mon bureau me sert de documentation. C'est là où j'ai tous mes dictionnaires, c'est là où j'ai mes encyclopédies. Et la bibliothèque qui m'amuse le plus, c'est celle qui se trouve dans mes toilettes, dans laquelle il y a beaucoup de science-fiction. Et en général, la science-fiction est ce qui m'amuse le plus en plaisir de lecture. À côté de ça, j'ai une bibliothèque avec des beaux livres, dans lequel, ça c'est plutôt dans mon salon, dans lequel il y a les photos, les tableaux, tout ce qui est visuel. Donc ça occupe plutôt mon salon et je le propose en général aussi à mes invités. Et puis j'ai aussi une bibliothèque de bande dessinée. Pour moi, la bande dessinée est très importante. La bande dessinée, c'est une vraie culture à part entière, c'est pas juste quelque chose pour les enfants. La bibliothèque de la bande dessinée se trouve aussi, elle aussi, plutôt dans ma chambre et dans le salon. Quand je déménage, en général, je déménage presque chaque bibliothèque les unes après les autres et je reproduis les mêmes bibliothèques dans le nouvel appartement. Je crois qu'il y a une influence entre ma bibliothèque et mon monde littéraire dans la mesure où, par exemple, ma bibliothèque de photos, ma bibliothèque de bande dessinée m'influe sur les images. Et ma bibliothèque de science-fiction m'influe aussi sur l'écriture de mes romans. Il y a 3 auteurs notamment qui m'influent beaucoup, qui sont Isaac Asimov, Frank Herbert et Philippe K. Dick. Et tous ces auteurs, j'ai leur œuvre au complet dans mes bibliothèques, même plusieurs fois. C'est-à-dire les mêmes livres se retrouvent dans plusieurs bibliothèques. Et puis il y a les encyclopédies qui me nourrissent. Qui nourrissent mon œuvre, dans lequel je vérifie tout le temps est-ce que ce que je raconte est juste, ou alors dans lequel je regarde les cartes. J'ai besoin aussi d'avoir beaucoup de cartes. Je me suis souvent demandé la question, est-ce que l'écriture était chez moi un talent inné ou est-ce que c'était acquis? Ce que je sais, c'est que ce qui m'a poussé à écrire, c'est la solitude. Parce que j'étais seul, je me suis mis à lire, et parce que j'étais seul, je me suis mis à écrire. Peut-être qu'il y avait ce talent déjà tout près, mais qu'il a été réveillé par des situations. Personnellement, je crois que n'importe qui est capable d'écrire, c'est juste que les gens ont peur de ne pas écrire bien, ou ils ont peur d'être jugés sur leurs livres, c'est ça qui les bloque. Il y a aussi une chose qui bloque les gens dans l'écriture, c'est l'envie de faire le livre parfait. Et j'ai l'impression qu'on pourrait presque par hypnose dire à quelqu'un « tu es capable d'écrire et d'avoir du talent », et que cette personne pourrait y arriver. En tout cas, moi j'ai commencé à écrire jeune, c'était surtout pour ne pas m'ennuyer, j'avais peur de m'ennuyer, et aussi pour faire vivre des personnages imaginaires qui étaient dans ma tête. Il serait intéressant de prendre 2 jumeaux exactement pareils et de le mettre un dans des conditions où il soit sociabilisé et l'autre dans lequel il soit dans une situation de solitude, et de voir est-ce qu'il y en a un, est-ce que les 2 peuvent écrire ou est-ce que les 2 ne peuvent pas écrire. En tout cas, il aurait fallu que j'ai un frère jumeau pour pouvoir comparer. Est-ce que c'est inné ou est-ce que c'est acquis? Pour devenir romancier, il est évident que si je n'avais pas lu... D'abord, les premiers romans que j'ai reçus, c'est mon père... Le premier roman que j'ai reçu, c'est mon père qui me lisait des contes, notamment contes de tous les pays du monde, avant de me coucher. Et il devait me raconter des histoires comme ça depuis que j'étais vraiment tout petit. Je pense depuis l'âge de 2 ans. Mon père, le soir avant de me coucher, me racontait des histoires. Et après, j'ai eu des émerveillements
littéraires. C'est-à-dire notamment, je me rappelle la fois où j'ai découvert Edgar Poe et la fois où j'ai découvert Jules Verne. Tout d'un coup, ce n'était pas juste découvrir des livres, c'était découvrir une pensée qui m'emmenait très très loin. Il est évident que si je n'avais pas rencontré ces auteurs, je n'aurais pas été capable d'écrire. Tout d'un coup, ces gens m'ont fait découvrir qu'avec l'objet livre, on peut aller très très loin dans la pensée, on peut avoir une ouverture, on peut rendre son esprit beaucoup plus puissant et beaucoup plus large. Et quand j'ai découvert que les livres pouvaient m'apporter autant de plaisir, j'ai eu envie de donner du plaisir en retour, comme si je rendais tout le bonheur que j'ai eu à lire Jules Verne, Edgar Poe, Asimov, et Herbert et Dick, j'ai envie de le rendre. Comme s'ils m'avaient transmis quelque chose que je me sentais obligé de transmettre à mon tour. Et je pense que peut-être mes lecteurs, quand ils lisent mes livres, ont envie eux-mêmes de transmettre autre chose. Donc parmi mes lecteurs, il va y avoir des écrivains qui vont prendre la suite. Peut-être des écrivains d'ailleurs en Corée. L'idée de tout mon travail est d'offrir des points de vue différents pour comprendre l'homme. Ça part de cette idée que dans la plupart des romans, ce sont des hommes qui regardent d'autres hommes à la hauteur des yeux. Donc quand j'ai commencé à utiliser les fourmis, c'était pour placer, comme si je plaçais la caméra en bas pour regarder l'homme. Après, quand j'ai utilisé les dieux, c'était pour placer la caméra en haut. Quand j'ai fait nos amis les humains, c'est pour placer la caméra très loin. Quand j'ai utilisé par exemple l'arbre, c'était pour placer la caméra dans un endroit avec une perception du temps différente. Et maintenant, dans Troisième Humanité, quand j'utilise la planète, c'est pour placer la caméra avec une perception du temps encore plus large et encore plus longue dans le temps. Tout mon travail est un travail plutôt tourné vers la philosophie. Et pour moi, la philosophie consiste à sortir des visions habituelles pour découvrir de nouvelles visions. Il y a un mathématicien qui s'appelle Gödel qui dit « Pour comprendre un système, il faut s'en extraire ». Donc je crois que pour comprendre l'humanité, il faut sortir de l'humanité et regarder l'humanité autrement. Si c'est tout le temps des hommes qui parlent des autres hommes de la même manière, nous allons finir par tourner en rond. Il faut vraiment sortir du système et le regarder de loin. En fait, je découvre le message que je veux transmettre au fur et à mesure que je transmets. Au moment où j'écris, je ne sais pas pourquoi j'écris les choses. Ça me semble nécessaire, ça me semble une urgence, une évidence. Mais maintenant, si je regarde en arrière mon travail, j'ai l'impression que ce que je veux faire, c'est répondre aux trois questions de philosophie qui sont « Qui sommes-nous ? D'où venons-nous ? Où allons-nous ?» qui sont trois questions qui semblent très banales, mais qui me semblent de plus en plus compliquées à répondre au fur et à mesure que le monde évolue. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de faire prendre conscience à mes lecteurs qu'il est important de se poser de nouvelles questions, notamment par exemple sur la définition de ce qu'est l'être humain, sur la définition de ce qu'est la communication, sur la définition de ce que peut être une bonne manière d'éduquer les enfants, sur la définition de ce qui peut être une bonne manière de vivre. Et ainsi, en se posant des questions, je pense que mes lecteurs d'eux-mêmes trouvent des bonnes réponses. Maintenant, je leur propose mes réponses et je cherche en même temps des réponses. Je ne suis pas quelqu'un qui a trouvé des certitudes, je suis quelqu'un qui cherche et je propose à mes lecteurs de chercher avec moi des nouvelles réponses parce qu'il me semble que les anciennes réponses, par contre, ne sont pas bonnes. Moi, finalement, je me sens pas tant que ça écrivain. Ce que je me sens diffuseur d'idées. Pour moi, le livre, c'est un moyen, c'est un outil. L'objectif n'est pas de faire le meilleur livre ou de faire un beau livre ou d'avoir le prix Nobel de la littérature. Mon objectif est de changer le monde et pour changer le monde, j'utilise le livre. Et pourquoi je veux changer le monde? Tout simplement parce qu'il me semble que ce monde, s'il ne change pas, risque d'avoir des gros problèmes. Je pense notamment à la croissance démographique, je pense à la pollution, je pense aux problèmes de température, je pense aussi aux problèmes politiques, au pétrole, à l'air, à l'eau, à la manière dont nous élevons les animaux que nous mangeons. Toutes ces choses-là me semblent des éléments où il y a quelque chose à faire. Nous devons bouger. Je crois que l'emplacement de mon travail, c'est pas de la politique, c'est pas de la littérature, c'est plus proche de la philosophie, mais je me perçois comme juste quelqu'un qui diffuse des idées. Au moment où j'écris, je ne cherche pas à avoir des jolis mots, je ne cherche pas à faire des jolies phrases. C'est pour ça que l'idée de
univers poétique ou littéraire ne me semble pas mon objectif final. L'univers poétique littéraire, c'est juste un moyen pour diffuser les idées. Et j'espère surtout que les lecteurs, en lisant mes livres, vont eux-mêmes changer et trouver de nouvelles idées. D'abord, je crois qu'on est une espèce très jeune. Nous avons 7 millions d'années. Pour avoir un ordre d'idée, les fourmis ont 120 millions d'années. Et pour avoir un ordre d'idée encore plus large, la Terre a 4,5 milliards d'années. Donc nous sommes une espèce très jeune et nous sommes une espèce nouvelle. Normalement, la plupart des espèces vivent, disons, 3 millions d'années. Et là, nous sommes peut-être arrivés à un moment de maturité où nous avons un risque de disparaître. Cela dit, l'espèce humaine n'est pas indispensable à la Terre. Le fait qu'une espèce disparaisse, que nous disparissions, ce n'est pas catastrophique. Ce qui peut être catastrophique, c'est que nous détruisions la planète. Et c'est pour ça que j'ai écrit Troisième Humanité, c'est pour réfléchir sur ce nouveau potentiel que nous avons, qui est d'abîmer la nature et donc de tout gâcher. Dans le livre, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est « Nous sommes passés d'une évolution subie à une évolution choisie ». C'est-à-dire jusque-là, on subissait les astéroïdes, la peste, la température, les montées ou les baisses de température. Nous subissions la nature et nous étions juste en train de dire « bon ben on peut rien y faire, c'est comme ça ». Mais maintenant, notre génération est la première qui connaît tout ce qui se passe sur la planète, qui a pu sortir de la planète pour regarder la planète de l'extérieur et qui a des outils comme le nucléaire, comme l'agriculture, comme les avions ou les machines qui peuvent agir sur la nature avec des produits chimiques, avec des tracteurs. Nous avons la possibilité maintenant de choisir quelle planète nous allons laisser à nos enfants. Nous avons aussi la possibilité de décider de tout détruire. Donc, c'est pour ça que cette époque est passionnante, car nous allons être responsables de la suite de tout ce qui va arriver après. Moi, personnellement, je suis optimiste. Je crois que les gens intelligents vont finir par gagner et qu'il va y avoir un moment où on va arrêter de faire de la croissance à tout prix. Il y a un moment où on va arrêter de vouloir tout pour nous et rien pour les autres. Et on va se mettre à négocier avec les générations futures pour que les générations futures, on leur laisse une planète viable avec de l'eau, de l'air et d'autres formes d'animaux autour d'eux, car il est nécessaire qu'il y ait une faune, une flore sauvage pour que l'humanité persiste. Donc je crois qu'après une période difficile, l'humanité va devenir intelligente et raisonnable, et je l'espère. Alors, moi j'explique la popularité sur le marché coréen tout simplement parce que les Coréens sont des gens plus intelligents que la moyenne. Ils sont plus intelligents pour une raison simple, c'est qu'il y a une meilleure éducation. Il y a aussi une volonté de réussir qui est très forte du fait d'un passé douloureux. Et enfin, il y a une obligation pour les Coréens d'être les meilleurs parce qu'ils sont en danger du fait des voisins comme la Russie, la Chine, la Corée du Nord, le Japon, qui sont des voisins hostiles, qui ont déjà montré dans le passé qu'ils étaient dangereux pour la Corée. Donc, j'ai l'impression que c'est comme le bon élève de la classe. La Corée n'a pas le choix, elle est obligée de se surpasser et de gagner si elle veut arriver à survivre. Maintenant, j'ai l'impression que ce que j'écris rentre en phase avec cette préoccupation-là qui est réussir, construire un avenir meilleur. Moi je suis français, j'ai l'impression que la France est un pays qui regarde le passé. Quand je revois la Corée, je vois un pays qui regarde le futur. Et vu que je parle de futur, ici, mon message passe mieux et est mieux reçu et intégré. D'ailleurs, dans la plupart de mes livres, j'essaie tout le temps de mettre un personnage coréen ou de mettre mes personnages qui vont en Corée pour montrer qu'il se passe quelque chose ici de déterminant pour le reste de la planète. Je crois que le monde est un peu endormi et la Corée est réveillée. Et la Corée est réveillée parce qu'elle n'a pas le choix. Peut-être que les situations terribles que vit le pays, notamment avec la Corée du Nord, la force à être, comme on dit, avec un caillou dans la chaussure. C'est-à-dire, tout le temps, il faut rester en avant, il faut aller de l'avant. Et
Je me perçois moi-même un peu comme dans une situation similaire. J'ai toujours perçu le monde comme rempli de dangers et je me suis toujours dit que je devais me surpasser et être meilleur que les autres si je veux arriver juste à survivre. Je ne peux pas expliquer pourquoi je ressens ça, mais je ressens ça depuis que je suis tout petit et ça me motive aussi. C'est peut-être pour ça qu'il y a une adaptation entre le message que j'envoie et le message que reçoit la Corée et une réaction comme ça du public coréen. Il y a un temps pour faire plaisir aux autres, il y a un temps pour se faire plaisir à soi-même, il y a un temps pour faire comme les autres, et il y a un temps pour s'inventer un monde personnel, il y a un temps pour travailler, et il y a un temps pour rêver. Une vie qui n'est que du travail, faire plaisir aux autres et n'être tournée que vers les autres, est une vie où la personne ne pourra pas s'épanouir. Il faut vraiment aménager un espace personnel et il faut partir à la recherche de sa véritable personnalité pour pouvoir encore plus aider les autres et pour pouvoir être encore plus efficace. Peut-être que dans tous mes livres, j'invite mes lecteurs à partir à la recherche de qui ils sont réellement pour qu'ils soient plus heureux. Et ce que je souhaite à mes lecteurs coréens, c'est qu'ils soient heureux et qu'ils terminent leur vie en se disant « j'ai accompli quelque chose qui avait du sens ». Tout d'abord, je dois m'excuser de ne pas citer de livres coréens, mais malheureusement, la littérature coréenne est peu connue encore en France, mais je pense que ça va changer, premièrement. Deuxièmement, le premier livre qui me vient à l'esprit, c'est un livre qui s'appelle Des fleurs pour Algernon, qui est écrit par un auteur qui s'appelle Danny Keyes, et ça raconte l'histoire d'un homme bête qui devient intelligent, et c'est l'histoire de l'éveil d'un esprit. Et quand j'ai lu ce livre, j'ai été très ému, parce que je crois que ce que raconte ce livre, c'est que nous avons tous une évolution à faire, mais cette évolution peut être très douloureuse, mais malgré tout, il faut la faire. Deuxième livre, Fondation d'Asimov, Isaac Asimov, parce que ça raconte la possibilité de voir le futur et d'organiser un futur juste avec la science. Troisième livre, Dune, de Frank Herbert, parce que ça montre la puissance de la mystique, de la spiritualité, en plus de la technologie, pour voir le futur. Et quatrième livre, Ubik, de Philippe K. Dick, qui montre que, en fait, nous vivons peut-être dans une illusion et que nous devons rechercher ce que peut être la réalité. Il y a une phrase que j'ai perçue dans le livre qui n'est pas exactement dite comme ça, mais qui est « La réalité, c'est ce qui continue d'exister lorsqu'on cesse d'y croire ». Ça veut dire que nous vivons dans la croyance, mais il doit y avoir un moyen de sortir de la croyance pour trouver la réalité qui échappe à cette croyance. Et ça me semble une idée philosophique très très puissante. Cinquième livre, j'ai envie de citer Troisième Humanité, parce que Troisième Humanité, c'est le livre que j'écris et qui me semble porteur de germes de beaucoup de choses. Au moment où je vous parle de ce livre, j'en ai écrit déjà 3 volumes, et j'ai envie d'en écrire encore un 4e. Et pour moi, c'est un peu le résumé de tout ce que j'ai compris dans le monde, et de tout ce qui pourra, c'est les outils de tout ce qui pourrait faire changer le monde pour qu'il devienne meilleur. Mais pour l'instant, c'est encore un livre en chantier.